Alors, nous allons retourner sous le répertoire bin de notre installation. Nous savons ce qu'est une classe Java. Nous allons voir comment créer des classes qui soient utilisables par Java pour faire tourner une application. Il y a deux types de langages, les langages compilés et les langages interprétés. Les langages compilés, tels que C et C++, permettent de générer des exécutables qui peuvent être lancés directement sur une machine. Un exe fonctionne en code machine avec un operating system et un exe qui fonctionne sous Windows 64 n'est évidemment pas exécutable tel quel sous Mac. Il faudrait la version Mac pour que ça marche sous Mac. Donc on a ici sous le répertoire bin un ensemble de commandes qui sont des exés et qui sont dédiés Windows 64. Je vous ai dit que l'installation qu'on a faite de Java était dédiée Windows 64. Et puis il y a les langages interprétés. Java est un langage interprété. Les langages interprétés doivent avoir leur code interprété par un interpréteur. Le code en entrée qui va être donné à l'interpréteur, lui, il est multiplateforme. Il est compatible aussi bien Windows 64, Mac, etc. Il n'y a pas de distinction. Par contre, c'est l'interpréteur qui va faire le lien entre le code et le système d'exploitation. C'est pour ça que l'installation de Java que nous avons faite était dédiée à un operating system, parce c'est elle qui fait le lien avec cet operating system. Les sources Java sont écrites en langage Java selon les règles et la syntaxe du langage Java et ont comme suffixe .java. On a ici l'exemple du source main.java qui décrit la classe main. Pour l'instant, on va considérer que chaque source Java décrit une classe. L'interpréteur Java, java.exe, qui va faire le lien entre votre application et l'operating system, ne comprend pas le Java. L'interpréteur Java, lui, ce qu'il comprend, c'est du bytecode, pour des raisons de performance. Le bytecode, c'est un code intermédiaire entre les instructions machine et le code source, et il n'est pas directement exécutable. Un objet en Java, interprétable par l'interpréteur java.exe, c'est une classe, c'est un point classe, elle est obtenue en compilant un code source. Donc ici, on va compiler avec javac.exe, on va compiler le code source en bytecode et on obtient un fichier point classe de même nom qui s'appellera donc main.class et qui contient du bytecode qui cette fois-ci peut être interprété par java.exe. Alors, chose première, chose deux, nous allons mettre tout ça en pratique. Nous allons créer notre première application Java. Ce que je veux vous montrer à travers cet exercice, c'est que notre installation Java, c'est une installation qui nous permet de créer une application, de la développer et de la compiler. Et même, on pourrait même la débugger. Alors, on utilisera des IDE, on utilisera Eclipse, qui est un atelier logiciel. On verra, c'est extrêmement utile, c'est même indispensable quand on développe des applications. Mais il faut savoir que l'installation Java que nous avons faite est une installation complète qui permet de développer et de faire tourner une application Java. Alors, je vais lancer une ligne de commande. Je vais aller sur le disque D, vous allez où vous voulez, vous essayez de le faire en même temps que moi. Je vais créer un répertoire que j'appelle cours-java. Je vais sous cours-java et je crée un autre répertoire que j'appelle ma première appli. Je vais revenir sur ce répertoire tout de suite en éditant le source. Voilà. Et maintenant, je vais éditer le source Java. Alors, je vais utiliser un outil très très moderne qui s'appelle Notepad. Alors, voilà un source Java. Les sources Java dans une application Java, ils sont stockés, les classes qu'on va décrire sont stockées dans une arborescence. Cette arborescence est ce qu'on appelle des packages. Une classe Java doit appartenir à un package. Okay. Donc, moi, j'ai créé un répertoire, ma première appli. Je vais dire que ma première appli, c'est le package de mon application.
Voilà. Donc, j'ai créé déjà le package. Donc, je sais où va être située ma classe. Ensuite, je vais déclarer la classe elle-même. Alors, je vais la déclarer publique. Tiens, on retrouve public. Ça veut dire qu'elle pourra être vue de tout le monde à l'extérieur. C'est une classe. Encore un mot public, mot réservé. Classe, autre mot réservé. Et je l'appelle main. Main pour principal. On n'est pas obligé de donner le nom main à la première classe, mais moi je l'appelle main. Les accolades. Ici, vous avez typiquement la notation Java qui est recommandée. Vous l'accolade ouvrante en fin de ligne qui déclare le bloc qu'on va ouvrir, et accolade fermante qui ferme isolée à la fin. Alors, dans cette classe main, il va d'abord falloir que moi j'ai une sorte d'accroche, que je puisse appeler une méthode, que je puisse l'appeler dans tous les cas et qu'elle démarre mon appli. Comment elle va s'appeler? Elle va s'appeler main, elle aussi, tiens, comme par hasard. Donc elle est publique, parce qu'on doit l'avoir absolument de l'extérieur. Statique. Pourquoi statique? Parce qu'elle doit être appelée même si la classe main, grand M, celle-là, n'a pas été instanciée, même si elle n'est pas en mémoire, on doit pouvoir appeler quand même notre méthode. Qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne rien. Alors tout ça, je vous expliquerai comment on déclare les méthodes, mais bon, ça c'est la valeur de retour. Elle retourne rien, void. Et elle a pour nom main. La première méthode appelée dans toute application Java s'appelle toujours main. Et elle est toujours publique statique, void. Toujours, toujours, toujours. Elle est publique parce qu'on doit l'avoir. Elle est statique parce qu'elle peut être appelée sans qu'il y ait allocation, qu'on ait instancié cette classe sans que cette classe soit en mémoire. Alors c'est important parce que si pour la lancer, pour l'appeler, on devait être obligé d'avoir qu'en mémoire l'objet qu'elle est censée créer, on se mord un peu la queue, on ne va pas y arriver. Là. Donc voilà. Et en plus, elle a string args. Alors je ne sais pas si il y en a d'entre vous qui ont fait du C ou du C++, mais regardez, si j'avais déclaré ça en C, je m'aurais mis void main int argc, virgule, char, étoile, étoile, argv. Ne retourne rien, la fonction s'appelle main, le nombre d'arguments, argc, c'est un entier, char, étoile, étoile, argv, un tableau de string qui est passé. Donc le tableau de string est évidemment de la taille du nombre d'arguments. Ça ressemble étrangement quand même. Alors, sauf que là, nous, on n'a pas besoin de préciser le nombre d'arguments parce que... Alors ici, c'est le tableau de string qui va nous donner le nombre d'arguments. Donc on n'a pas besoin de int argc, contrairement au C ou au C++. Et qu'est-ce qu'on va lui faire à cette classe? Eh bien, on va lui faire afficher quelque chose. Alors, on va pas faire hello world, on va faire system.out, on écrit sur la sortie standard, .println, on écrit avec retour à la ligne. Ma première classe, on va mettre, c'est pas très original non plus, mais enfin, voilà. Donc, on a terminé d'écrire notre source Java. Maintenant, on va le sauvegarder. On va l'appeler. Alors, comment on va l'appeler? On n'a pas le choix de la manière dont on va l'appeler. C'est forcément le nom de la classe publique qui est déclaré dans le fichier, suivi de .java. Donc, notre classe, elle s'appelle main, donc on crée main.java. Voilà, on va sous le répertoire, on voit bien qu'on a bien créé main. On a une classe. Eh ben, on va essayer de la lancer, donc je lance l'interpréteur. Pardon, je lance l'interpréteur et je dis, je lance main. Voilà. Ah, ça marche pas, il me dit qu'il ne trouve pas la classe. Ah bon, alors c'est peut-être parce que j'ai pas précisé .java. Non, ça marche toujours pas.
Alors si on se rappelle bien ce que j'ai présenté auparavant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Java, lui, il ne comprenait que du bytecode. Java, il lui faut des classes, il lui faut pas des sources Java. L'interpréteur Java, il ne sait pas comprendre du code Java. Il faut qu'il y ait une classe. Et comment on crée une classe Java? On utilise JavaC. Donc je vais faire JavaC main.java. On va voir ce que ça donne. Ah, là, il s'est passé quelque chose. On a généré un main.class. Alors, on va essayer de lancer ce main.class. On va appeler l'interpréteur. Java et on appelle main. Ah, il nous dit que ça marche pas. Donc on va essayer d'appeler main.class. Ça marche toujours pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Si vous vous souvenez bien, on a déclaré un nom de package qui est ma première appli. Là, on est sous le package. On va remonter un cran dessus. On va appeler Java, ma première appli, nom du package auquel appartient la classe et main. Et voilà, là, ça a marché. Il nous a bien écrit ma première classe. Donc ça veut dire que les packages, c'est quelque chose d'extrêmement structurant dans l'appel des classes. Alors, nous allons retourner sous bin, sous le JDK 261, et nous allons regarder une nouvelle commande. Nous avons vu l'interpréteur Java, nous avons vu le compilateur, et nous allons regarder maintenant jar. Jar, ça sert à gérer les librairies Java. Qu'est-ce que c'est qu'une librairie Java? Donc on va aller sous le JRE de notre installation et on va aller sous lib. Sous lib, on a des tas de librairies jar. Alors qu'est-ce que c'est qu'une librairie jar? Alors on va regarder la librairie rt.jar. Une librairie en Java, ça se termine toujours par .jar. On ouvre avec 7zip.fichier zip quelconque. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une arborescence et on voit des classes. Donc c'est ça, en fait, une librairie. C'est des classes et leur package. Okay. Alors une librairie, ça peut être une application, ça peut être des classes qui sont regroupées par domaine d'utilisation parce qu'elles font, parce qu'elles déclarent, parce que ici en l'occurrence c'est le runtime. Okay. Donc nous allons voir comment nous créons une librairie. Nous allons aller sous les deux points, nous on va essayer de livrer notre appli sous forme de librairie. Ici, je suis sous cours Java où je n'ai que mon premier package, ma première appli qui contient le main.class. Je peux toujours appeler Java ma première appli .main. Voilà. Ok, bien. Alors, je vais créer une librairie. Comment je vais faire? Je vais appeler jar, la commande jar, qui est sous bin de mon installation. Je vais faire -c pour créer, v pour verbose, f pour fichier. Fichier, c'est le nom de ma librairie. Ma première appli .jar. Et après, je vais dire ce que je mets dedans. Donc, je mets ma première appli / main.class. Alors, évidemment, là, je précise la classe. On peut mettre des wildcards, on peut faire des traitements par lot, etc., etc. Voilà. Et j'ai bien ajouté, voilà, j'ai bien ma première appli .jar. Si je fais jar-tvf, ma première appli .jar. Voilà. Alors, ce jar que je viens de créer, qui est mon application, admettons que je fasse une livraison. Donc je le prends, ici je vais le supprimer de là, et je vais le livrer. Je le livre sous TMP. Bon, alors il y était déjà, je le relivre. Voilà. Le voilà, il y est. Ok, ma première appli .jar. Et je vais aller sous TMP. Si c'est bien une archive et s'il contient toute mon application, normalement, en l'appelant, en invoquant ce jar, je devrais pouvoir retrouver mon application. Donc, je vais appeler mon interpréteur Java. Cette fois-ci, je vais utiliser
une option de la ligne de commande de Java de l'interpréteur qui est ClassPass, en lui disant voilà, moi, alors c'est une liste des jars qui peuvent être utilisés. Voilà, je lui dis dans le ClassPass, tu as ma première appli.jar et tu vas appeler ma première appli.main, ma classe, pardon, main, voilà, ma classe. Et là, ça marche, donc j'ai bien livré mon application sous forme de librairie. Donc le ClassPass, c'est l'ensemble des librairies qui peuvent être disponibles pour une application. Ça définit le chemin dans lequel l'interpréteur Java va aller recharger des classes qui ne seraient pas disponibles directement là où il est exécuté. Voilà. Bien, alors nous allons retourner sur le source que nous avons fait parce que j'ai 2-3 choses à vous expliquer, j'ai peur d'oublier plus tard. D'abord sur le nommage, que ce soit le nommage des packages, des classes, des variables, des méthodes, etc., etc. On verra qu'il y a plein d'éléments différents dans Java. Le nommage doit être extrêmement explicite, c'est-à-dire que l'objet que vous nommez, ce que vous nommez, on doit avoir, en lisant votre code, une idée immédiate des fonctionnalités que ça peut proposer, à quoi ça sert, pourquoi c'est fait. Si j'ai ici, moi, j'ai une classe qui ne fait que déclarer un main, je l'appelle main. Si j'ai une classe qui décrit une voiture, je ne l'appelle pas classe A, je l'appelle classe voiture. Si j'ai un package qui contient des classes tables qui sont du mobilier, eh bien, je crée un package mobilier. Sous ce package mobilier, je crée un package table et là-dedans, je mets mes classes tables. Ensuite, il y a des règles d'écriture des choses, d'écriture des packages, d'écriture des classes, des variables, des méthodes, etc. Il y a plein d'autres éléments que nous verrons. Alors j'ai trouvé un site qui les montre. Un package, le nom du package, il doit toujours être écrit complètement en minuscule. Alors ce sont des règles Sun. On utilise seulement de A à Z et de 0 à 9. Pour les classes, les noms des classes, la première lettre en majuscule. Et si le reste en minuscule, si on a plusieurs mots, à chaque fois la première lettre du mot est en majuscule. Ma maison, ce sera M majuscule A minuscule, M majuscule et AISON derrière en minuscule. Pareil, n'utilisez que des lots de A à Z et de 0 à 9. Ensuite, alors on va passer les interfaces, les variables. Les noms de variables, la première lettre c'est toujours en minuscule. S'il y a plusieurs mots, après, chaque début de mot est en majuscule. On va passer constante. Les fichiers jar, tout en minuscule. On sépare les mots par un tiret, voilà. Donc ce sont des tas de règles qu'il faut respecter et qui facilitent grandement la vie. Vous allez voir tout de suite dans l'exemple que je vais vous montrer. On va tout de suite savoir si on a affaire à une classe, si on a affaire à une variable, etc., etc. Alors, je reviens sur mon source qui est très intéressant. On voit qu'on a écrit plein de choses, notamment le nom de la classe, main. On a déclaré une méthode main qui est la méthode d'accroche de démarrage de notre application. Jusque-là, c'est que des choses que nous avons faites. Et là, d'un seul coup, on se met à utiliser quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Alors, on ne sait pas ce que c'est, pas tout à fait, parce que d'après ce que je viens de vous dire, ça commence par un S majuscule. S majuscule, classe. Système. Ça veut dire que j'accède, c'est une classe, donc c'est un objet. J'accède à un objet, mais d'où vient-il cet objet? Alors on va regarder. Moi je sais d'où il vient, donc je vais vous montrer d'où il vient. Vous savez que quand je vous ai dit qu'on avait installé Java, quand on a installé Java, on va y retourner dans les programmes. Java, JDK 8261. Le JRE et librairie. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs librairies. Alors, il y a notamment une librairie qui est le runtime. Le runtime, je vais l'ouvrir. Voilà, la librairie runtime, j'ouvre runtime.jar. Et je vais aller, alors je sais où je vais aller sous java.lang. Et là-dedans, qu'est-ce que je trouve? Alors, je trouve plein de classes.
et je vais trouver notamment une classe qui s'appelle système. Alors en fait, on a système.class, système de R1 et système de R2. Alors c'est une même classe, mais elle a beaucoup de bytecode, donc elle a été splittée en plusieurs parties. Alors quand j'ai fait mon installation Java, j'ai installé les sources, si vous vous souvenez. Donc on va aller voir les sources. Je me vais sous Java JDK 8.261, mon installation, et je retrouve mes sources ici. Donc je vais les ouvrir avec 7-zip. Et je vais donc, pareil, sous Java, lang, et ici, je vais trouver ma classe système.java. Ça y est, j'ai ma classe système.java. Alors, revenons à notre source. Notre source, on dit système, donc on a trouvé la classe, .out. Out n'est pas suivi de parenthèse, donc c'est pas une méthode, ça doit être une variable. Alors, on va là, et on va rechercher out. Qu'est-ce qu'on cherche à faire là? Vous savez ce qu'on cherche à faire quand on a écrit ce code. Ce qu'on cherche à faire, c'est écrire sur la console. Okay. Donc on recherche out, standard output stream, voilà, système, voilà. Ah, alors, on a trouvé notre out, c'est bien une variable. C'est une variable qui est de type classe printStream. Elle est publique, tout le monde peut avoir. Elle est statique. Vous vous souvenez, quand on a fait le main, quand on a déclaré la méthode main, on a dit qu'elle était statique. Pourquoi? Pour pouvoir accéder à cette méthode, même si la classe main n'avait pas été instanciée, si elle n'était pas en mémoire. Là, pareil, on peut accéder à out directement. D'où notre déclaration dans notre source. On y accède bien directement. On fait système.out. OK? Et ensuite, elle est de type printStream. Alors, au-dessus, j'ai une information printStream. C'est une classe, ça commence par une majuscule. Et je sais que c'est dans le paquet de Java.io. Donc, je vais aller sous Java.io et je vais voir si j'ai bien ma classe printStream. Alors, printStream, oui, je l'ai trouvé dans mes classes. Alors, je vais aller dans mes sources. Je remonte sous java.io et je regarde printStream. Là, voilà, je l'ai. Alors, je vais retourner dans mon source et je vois que j'appelle system.out, donc out qui est un printStream, et dans cet objet out de type printStream, j'appelle la méthode println. Donc, on va regarder printStream, on va chercher println. Et on ne va pas rechercher n'importe quel println, on va chercher un println qui prenne visiblement un string en argument. Donc on verra tout ça après, mais en gros je vais essayer de voir si je trouve ça directement pour être extrêmement précis. Ah, voilà, ici mon println string. Ok, donc c'est cette méthode là exactement que j'appelle en passant une chaîne de caractères à .println string. Voilà la méthode qui est appelée. Alors ça s'appelle print. Print, bah, c'est une méthode interne visiblement, donc on va voir si on la trouve. Voilà, donc on a trouvé un print char, donc on doit avoir un print avec un string. On va taper string, voilà. Voilà, print string. On passe une... Bon, on verra tout ça. On ne va pas write, on va accéder directement au périphérique. OK? Voilà. Donc, on est là. Je cherche à nouveau println de string. Voilà. Donc, on a appelé print, on a trouvé. On fait un new line derrière. Voilà. Donc, vous avez vu tout le cheminement. Comment on s'y retrouve en respectant bien le nommage des classes, des packages, etc. Comment tout ça est organisé.
Alors, il reste une dernière question. Vous me dites, je vais vous montrer le source. Vous dites, bah, c'est bien, on utilise system.println, mais d'où ça vient? Comment? On n'a rien à déclarer. On peut l'utiliser comme ça. Eh bien, oui. Toutes les classes qui sont sous java.lang, on peut les utiliser directement sans avoir à les déclarer, sans avoir à les importer. On va voir après ce qu'est une importation, mais on n'a pas à déclarer leur utilisation. Par contre, pour d'autres classes, on va prendre ici l'exemple de PrintStream. Eh bien, vous voyez, pour utiliser des classes, on est obligé de les importer, de dire le package JSON et le nom de la classe. Mais là, ce n'est pas le cas. Voilà, cette vidéo est terminée.